incapable. Lave la voiture de ton frère, a crié mon père, et il a menacé de me jeter dehors. Ma mère est restée silencieuse. Alors j'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison silencieusement. Mais ils n'avaient aucune idée que je payais secrètement leur hypothèque. Alors j'ai arrêté de payer. Que s'est-il passé ensuite? Je m'appelle Sarah Miller et j'ai 32 ans. Il y a 3 heures, je me tenais derrière la lourde porte d'entrée en chêne sculpté de ma maison dans la banlieue chic de Charlotte, en Caroline du Nord, en regardant le flux de sécurité sur mon téléphone. Dehors, sous une averse d'octobre incessante, 2 personnes tremblaient. Ils semblaient plus petits que dans mes souvenirs. Mon père, Thomas, serrait une enveloppe manie trempée contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage, les épaules voûtées contre le vent. Ma mère, Martha, s'appuyait contre lui, son fin manteau n'offrant aucune protection contre le froid. Il ne savait pas que je regardais. Il ne savait pas que la maison qu'ils visitaient désespérément, celle qu'ils espéraient appartenir à un investisseur compatissant, était la mienne. J'ai pris une inspiration, j'ai lissé la soie de mon chemisier et j'ai ouvert la porte. La lueur chaleureuse de mon hall d'entrée s'est répandue sur le porche, illuminant le choc sur leur visage. Pendant 10 bonnes secondes, le seul son a été le rythme lourd de la pluie frappant l'allée. Sarah. La voix de ma mère était un murmure fragile, à peine audible par-dessus la tempête. Elle a cligné des yeux, regardant au-delà de moi vers les sols en marbre et le lustre en cristal, puis de nouveau vers mon visage. Quoi? Que fais-tu ici? J'habite ici, maman, ai-je dit. Ma voix était plate, dépourvue de la colère que je pensais ressentir. Elle était juste froide. Mon père s'est avancé, ses yeux allant dans tous les sens avec confusion. Nous sommes ici pour voir le nouveau propriétaire. La banque a dit que la dette avait été rachetée. Nous sommes ici pour demander une prolongation. Il a brandi l'enveloppe trempée. Nous avons les papiers. Nous avons juste besoin d'un peu plus de temps pour que Jackson se remette sur pied. Et puis il s'est arrêté au milieu de sa phrase alors que son cerveau faisait enfin le lien. Il a regardé les clés de créateur suspendues près de la porte, puis la confiance professionnelle dans ma posture. La réalisation l'a frappé comme un coup physique. Toi, a-t-il soufflé, le mot ayant le goût du plomb dans sa bouche. Tu as acheté la maison. Je n'ai pas juste acheté une maison, papa, ai-je répondu, reculant pour les laisser voir toute l'étendue de la vie que j'avais construite sans eux. J'ai acheté votre dette. Chaque centime de cette dette. J'ai regardé l'homme qui m'avait dit un jour que je ne valais rien et la femme qui était restée là et l'avait regardé le dire. Ils me semblaient être des étrangers maintenant. Le jour où vous m'avez jeté dehors au milieu de la nuit, ai-je continué, ma voix aussi régulière qu'un battement de cœur. J'ai décidé qu'un jour vous vous tiendriez exactement là où vous vous tenez maintenant, tremblant, désespéré, me demandant de l'aide. J'ai tendu la main et j'ai pris le dossier mouillé de ses mains tremblantes. À partir d'aujourd'hui, cette maison est à moi, tout comme le sont vos choix. Avant de vous dire exactement comment la fille qui était traitée comme une servante est devenue la femme tenant le destin de sa famille entre ses mains, nous devons revenir en arrière. Nous devons revenir à la nuit où une voiture sale et un jeu de clés ont tout changé. Maintenant, quittons ce Porsche pluvieux pour un moment. Laissez-moi vous ramener là où les fissures dans notre famille ont commencé à apparaître. Revenons à un mardi soir humide dans notre ancienne cuisine, il y a 3 ans, juste avant qu'une seule demande et un jeu de clés de voiture ne changent le cours de ma vie pour toujours. Ma vie au cours des 5 dernières années était une classe de maître en invisibilité. Nous vivions dans une maison coloniale à 2 étages sur Willow Creek Drive, dans une banlieue calme et bien entretenue de Charlotte. De l'extérieur, le foyer des Miller était l'image de la stabilité de la classe moyenne du Sud. La pelouse était toujours tondue, les volets étaient peints d'un bleu marine éclatant, et il y avait toujours une couronne de saison sur la porte d'entrée. Mais à l'intérieur, l'air était lourd du parfum de dettes non reconnues et d'un favoritisme si épais qu'on pouvait s'y étouffer. À 29 ans, mon emploi du temps était une boucle incessante d'épuisement. Ma première journée commençait à 6 heures du matin. J'étais à mon bureau chez Miller et Associés. Aucun lien de parenté avec nous, juste une entreprise de logistique d'entreprise où je travaillais comme assistante administrative principale. À 7h30 du matin, je vivais de café noir et de la peur des frais de retard. À 16h30, la plupart des gens rentraient chez eux pour se détendre. Je me dirigeais vers une voiture d'occasion pour enfiler un uniforme différent. De 17h30 à 23h00, 4 soirs par semaine,
j'étais serveuse au Greasy Spoon, un restaurant très fréquenté près de l'autoroute. Je ne faisais pas cela parce que j'aimais l'agitation. Je le faisais parce que j'étais la seule chose qui se dressait entre mes parents et la rue. Mon père, Thomas, avait été contremaître dans une usine textile qui avait fermé il y a des années. Il avait subi une perte massive sur sa pension et faisait des petits boulots dans une quincaillerie, mais sa fierté avait toujours la taille d'un gratte-ciel. Ma mère, Martha, était une femme douce qui avait passé 40 ans à gérer la maison, ce qui était une façon polie de dire qu'elle regardait ailleurs pendant que les comptes bancaires se vidaient. Et puis il y avait Jackson, mon jeune frère, le garçon en or. Jackson avait 24 ans, il était beau d'une manière paresseuse, et possédait un talent pour dépenser de l'argent qu'il n'avait pas gagné. Il avait obtenu un diplôme en marketing qu'il n'avait jamais utilisé, principalement parce qu'il attendait la bonne opportunité, ce qui signifiait apparemment un poste de président-directeur général avec un bureau d'anglais zéro responsabilité. En attendant, il vivait dans sa chambre d'enfant, dormait jusqu'à midi et conduisait une voiture de marque BMW en location qui coûtait plus cher par mois que notre hypothèque. La dynamique était simple. J'étais le distributeur automatique, et Jackson était la star. Je me souviens d'un mardi soir spécifique, environ un an avant l'incident de la voiture. Je venais de terminer une double garde. Mes pieds semblaient faits de plomb et mon dos hurlait. Je suis entré dans la cuisine pour les trouver tous les trois assis autour de la table à manger, riant devant une pile de boîtes de plats à emporter d'un restaurant italien cher du centre-ville. « Oh, Sarah, tu es rentrée » a dit ma mère sans lever les yeux de ses lasagnes. « Il reste de la salade dans le réfrigérateur si tu as faim. » Jackson portait une nouvelle montre de créateur, l'or rose accrochant la lumière du lustre. « Regarde ça, Sœurette » a-t-il dit en inclinant son poignet. Édition limitée. J'ai fait une super affaire avec un gars que j'ai rencontré à la salle de sport. Cela complète vraiment le look pour ma réunion de consultation de demain. Réunion de consultation, ai-je demandé en laissant tomber mon lourd sac sur le sol. Je pensais que tu attendais toujours des nouvelles de cette entreprise à Raleigh. C'est en indépendant, Sarah, est intervenu Thomas, la voix tranchante. Il m'a regardé avec une déception qu'il n'essayait même pas de cacher. Jackson prend des initiatives. Il a une vision, contrairement à certaines personnes qui se contentent de pointer à l'entrée et à la sortie d'un box. J'ai senti la brûlure derrière mes yeux, mais je l'ai refoulée. Papa, l'hypothèque est du vendredi, et la facture d'électricité est arrivée aujourd'hui. Elle est de $300 car quelqu'un continue de laisser la climatisation à 68 degrés toute la journée. Jackson a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, Sarah, pourquoi es-tu toujours un tel rabat-joie? Nous célébrons, ici. Je t'ai dit que ce travail de consultant va rapporter gros. Qui a payé pour la nourriture italienne, Jackson, ai-je demandé, la voix tremblant légèrement. Je l'ai mis sur le compte de la maison, a-t-il dit avec désinvolture en attrapant un graissin. Le compte de la maison était une carte de crédit au nom de mon père que je remboursais chaque mois avec mes pourboires de serveuse. Mes parents le savaient. Jackson le savait, mais nous jouions tous le jeu. Nous faisions tous semblant que l'argent venait d'un puits magique et invisible plutôt que de la sueur de mon front et de la douleur dans mes articulations. Thomas a frappé du poing sur la table. Assez. Je ne tolérerai pas que tu interroges ton frère à la table du dîner. Il essaie de construire un avenir. Tu devrais le soutenir, pas le tirer vers le bas avec ta petite comptabilité. C'était mon rôle, la petite comptable, celle qui s'inquiétait du pain pendant qu'il rêvait de gâteaux. Pendant l'année qui a suivi, les choses n'ont fait qu'empirer. J'ai regardé Jackson acheter de nouveaux vêtements, sortir dans les bars tous les week-ends, et publier des photos de son style de vie entrepreneurial sur Internet, tout cela pendant que je sautais des déjeuners pour économiser $20. Ma mère venait me voir en privé, la voix faible et pleine d'excuses. Sarah, chérie, murmurait-elle dans le couloir. Les impôts fonciers arrivent. Penses-tu que tu pourrais, tu sais, aider juste pour cette fois? Je ne veux pas inquiéter ton père, son cœur. Tu sais. Juste pour cette fois arriver tous les 6 mois. Je soupirais, regardais mes maigres économies, et transférais l'argent. J'avais 29 ans, et je n'avais rien à mon nom sauf une pile de dettes qui n'étaient même pas les miennes, et la réputation d'être la fille difficile parce que j'osais demander où allait l'argent. Je travaillais si dur que j'étais devenu un fantôme dans ma propre maison. J'étais la personne qui faisait la lessive, la personne qui remplissait le garde-manger, la personne qui s'assurait que les lumières restaient allumées.
Mais quand la famille Miller allait à l'église le dimanche, ou quand ils invitaient des voisins pour un barbecue, j'étais une réflexion après coup. Thomas passait 1 heure à se vanter auprès des voisins des investissements et du potentiel de Jackson, tandis que j'étais celle qui retournait les hamburgers et remplissait la limonade. Sarah est juste concentrée sur son petit travail, disait-il d'un geste dédaigneux si quelqu'un posait des questions sur moi. Elle n'a pas l'étincelle de Jackson. L'étincelle? C'était le mot qu'il utilisait pour le narcissisme de Jackson. J'ai commencé à réaliser que mes parents ne m'aimaient pas pour ce que j'étais. Ils m'aimaient pour ce que je fournissais. J'étais un service public comme l'eau ou le gaz. Tant que je coulais, j'étais ignoré. Ce n'est que lorsque j'ai menacé de m'arrêter qu'ils m'ont vraiment vu. J'ai commencé à garder un secret. Chaque mois, je prenais $50, juste 50, et je les mettais sur un compte privé séparé dont je ne parlais à personne. C'était mon fonds de santé mentale. C'était la seule chose qui m'appartenait. Je m'asseyais dans la salle de repos du restaurant en regardant le solde sur mon téléphone, imaginant une vie où je n'aurais pas à payer pour l'ego de mon frère. Je ne le savais pas alors, mais ces $50 étaient la graine de l'empire que j'allais finalement construire. Mais la pression montait. Le contrat de location de la voiture de Jackson prenait du retard. Les heures de Thomas à la quincaillerie avaient été réduites. Et la maison dans laquelle nous vivions tous, commençait à gémir sous le poids de la 2e hypothèque que mon père avait contractée sans me le dire. Une hypothèque qu'il avait utilisée pour investir dans l'une des idées d'application ratées de Jackson. L'atmosphère dans cette maison était une poudrière. Il ne manquait qu'une seule étincelle pour faire exploser tout le mensonge. Cette étincelle est arrivée un mardi soir humide après une garde si longue que mon corps avait l'impression de fonctionner sur les vapeurs. L'humidité à Charlotte ce soir-là était comme un poids physique, le genre qui rend l'air si épais qu'on a l'impression de pouvoir l'avaler. J'avais passé 12 heures debout, 6 à l'entreprise, suivi d'un service éreintant au dîner du restaurant où un bus rempli de touristes avait décidé de s'arrêter. Mon dos semblait être écartelé par des fils brûlants, et mon uniforme était humide de l'odeur du café renversé et du nettoyant industriel pour sol. Tout ce à quoi je pouvais penser était une douche froide et la paix relative de ma chambre. Mais dès que j'ai franchi la porte d'entrée, la paix dont je rêvais s'est évanouie. Jackson était affalé sur le canapé, les pieds sur la table basse que j'avais polie 2 jours auparavant. Il faisait défiler l'écran de son téléphone, riant de quelque chose, tandis que mon père, Thomas, se tenait près de la fenêtre, regardant l'allée avec un froncement de sourcils qui signifiait généralement que quelqu'un allait recevoir une leçon. « Tu es en retard », a dit Thomas. Pas de bonjour. Pas de questions sur mon service. Juste une froide observation de l'horloge. Le bus a été retardé et le restaurant était bondé, papa, ai-je dit en laissant tomber mon sac près de la porte. Je suis épuisé. Je monte. Pas encore, a-t-il aboyé. Il s'est retourné et j'ai vu les clés de voiture dans sa main. Les clés de Jackson, celles de la voiture en location que je payais en réalité. Jackson a un rendez-vous ce soir avec Sophia. Son père est au conseil d'administration du club privé que Jackson essaie de rejoindre. Il doit faire bonne impression. Je me suis appuyé contre le mur, fermant les yeux une seconde. C'est super pour lui, papa. J'espère qu'il passera un bon moment. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. La voiture est dégoûtante, Sarah, l'a interrompu Thomas, la voix montant. Il a traversé cette zone de construction près de l'autoroute ce matin. Elle est couverte d'argile rouge et de poussière. Il ne peut pas arriver en ayant l'air d'un souillon. Je veux que tu ailles là-bas, que tu fasses un lavage complet et que tu mettes une couche de cire. Je veux qu'elle brille avant qu'il ne parte à 20 heures. J'ai regardé Jackson. Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Il a juste lâché un paresseux, ouais, serette. Assure-toi de bien faire les roues. La poussière de frein est un cauchemar. J'ai senti un frisson froid parcourir ma colonne vertébrale, mais ce n'était pas à cause de la climatisation. C'était la première étincelle d'un feu qui se préparait depuis 29 ans. Non, ai-je dit. Le mot était petit, mais dans cette maison silencieuse, il a résonné comme un coup de feu. Le pouce de Jackson a cessé de bouger sur son écran. Thomas s'est figé. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a demandé Thomas, la voix basse et dangereuse. J'ai dit non, papa, ai-je répété, la voix plus assurée que je ne l'espérais. J'ai travaillé 14 heures aujourd'hui. Je paie 60% de l'hypothèque de cette maison.
Je paie pour les courses. J'ai payé la facture d'électricité ce matin pour que les lumières ne soient pas coupées. Et je suis celle qui s'assure que le contrat de location de Jackson ne soit pas en défaut de paiement. Si Jackson veut une voiture propre pour son rendez-vous, il a 2 mains. Il peut la laver lui-même. Jackson s'est finalement levé, un air suffisant et offensé sur le visage. Papa, dis-lui. Je dois me préparer. Je dois prendre une douche et choisir mon costume. Je n'ai pas le temps de frotter des pneus dans l'allée. Thomas s'est avancé vers moi, son visage devenant d'un rouge sombre et marbré. Écoute-moi bien, jeune fille. Cette famille fonctionne parce que chacun a un rôle. Jackson construit un avenir. Il établit des relations qui feront avancer cette famille. Ton rôle est de nous soutenir. Tu as toujours été la personne stable, celle qui s'occupe des détails. Alors ne deviens pas ingrate et ne commence pas à nous jeter tes contributions à la figure. Ingrate? J'ai ri et le son était saccadé. Je suis la seule raison pour laquelle vous avez encore un toit au-dessus de vos têtes. En quoi suis-je la personne ingrate? Je suis la femme de chambre, la banque et le fantôme de cette maison. Jackson dépense plus en gel pour les cheveux en un mois que je n'en dépense pour moi-même en un an. Pourquoi son potentiel est-il plus précieux que mon travail réel? Parce qu'il a une vision, a crié Thomas, sa main frappant la table du couloir. Tu n'es qu'une fille qui travaille dans un restaurant et derrière un bureau. Tu ne comprends pas ce qu'il faut pour devenir quelqu'un. Maintenant, sors et va laver cette voiture. C'est un ordre. J'ai regardé au-delà de mon père et j'ai vu ma mère, Martha, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle serrait un torchon, les yeux écarquillés par la peur. Elle m'a regardé, puis a regardé Thomas, et ensuite elle a baissé les yeux vers ses pieds. Elle n'a pas dit un mot. Elle ne le faisait jamais. Elle était comme les mères des histoires que j'avais entendues, fragile, pleine d'excuses et, en fin de compte, un témoin silencieux de la destruction de son propre enfant. Maman, ai-je murmuré. Vas-tu le laisser dire cela? Tu sais que je suis celle qui maintient tout ensemble. La voix de Martha était un mince roseau tremblant. Sarah, chérie, fais le juste pour ton père. Ne fais pas de scène. C'est juste une voiture. Cela ne prendra qu'une heure. S'il te plaît, pour le bien de la paix dans la maison. La paix? J'ai senti quelque chose se briser en moi. C'était une rupture nette et franche. Il n'y a pas de paix ici, maman. Il n'y a qu'une prise d'otage, et je suis l'otage. J'ai regardé Thomas. Je ne laverai pas la voiture, je ne paierai pas la facture d'Internet demain, et je ne transférerai pas l'argent pour les impôts fonciers. Les yeux de Thomas sont devenus froids comme la glace. Il s'est dirigé vers le placard de l'entrée, a sorti ma vieille valise cabossée et l'a jetée sur le sol à mes pieds. Si tu veux parler de ton argent et de tes règles, alors tu peux aller trouver une maison où ces règles comptent, a-t-il dit, la voix tremblante de rage. Tant que tu es sous mon toit, tu m'obéis. Si tu penses que tu es trop bien pour aider ton frère, alors tu es trop bien pour cette famille. Papa, attends, a commencé Jackson, réalisant probablement que si je partais, l'argent partait aussi. Tais-toi, Jackson, a rugi Thomas. Il m'a regardé. Fais tes affaires maintenant. Tu as 10 minutes avant que je ne jette tout ce que tu possèdes sur la pelouse. Tu veux être indépendante? Très bien. Va être indépendante. Vois jusqu'où ton attitude minable te mène sans une famille derrière toi. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je suis monté, le cœur tambourinant contre mes côtes. J'ai attrapé cette valise et je l'ai remplie avec autant de choses que possible. Mes vêtements, mes quelques livres et la petite boîte en bois où je gardais mes économies secrètes. J'ai bougé avec une précision mécanique. Quand je suis redescendu, Thomas tenait la porte d'entrée ouverte. La pluie avait commencé, une violente averse soudaine. Sarah, s'il te plaît, a murmuré ma mère, mais elle n'a pas bougé pour l'arrêter. Je suis passé devant eux. Je n'ai pas regardé Jackson, qui se tenait là, l'air soudain incertain de lui-même. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai regardé directement Thomas. Tu m'as dit que je ne valais rien, papa, ai-je dit, ma voix coupant le bruit de la pluie. Je veux que tu te souviennes de ce mot car un jour ce sera la seule chose qui te restera. Il a poussé ma valise sur le porche mouillé et a claqué la porte.
Le bruit du pêne dormant se mettant en place a été la chose la plus honnête que j'ai entendue dans cette maison depuis des années. Je suis resté là dans le noir, la pluie trempant mon uniforme en quelques secondes, serrant ma valise. J'avais 29 ans. J'étais sans abri et j'avais exactement $400 sur un compte secret. Mais alors que je marchais vers l'arrêt de bus, mes talons éclaboussant dans les flaques d'eau, je n'avais pas l'impression d'avoir perdu. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de voler enfin de mes propres ailes. Je ne le savais pas alors, mais cette nuit pluvieuse était la fondation de l'empire que j'étais sur le point de construire. Et je savais avec une certitude qui brûlait dans ma poitrine que la prochaine fois que je me tiendrais sur ce porche, je ne serais pas celle qui demanderait à entrer. La première chose que j'ai apprise cette nuit-là, debout sous l'auvent de l'arrêt de bus pendant que la pluie transformait ma valise en un désordre détrempé, c'est que le silence a un poids. Pendant 29 ans, ma vie avait été remplie du bruit des exigences de mon père, des excuses de ma mère et des justifications sans fin de mon frère. Maintenant, alors que je regardais la rue vide, il n'y avait que le bruit de la pluie. C'était terrifiant, et pour la première fois, c'était à moi. J'ai passé les 3 premières nuits dans un motel près de l'autoroute. C'était le genre d'endroit qui sentait la cigarette froide et la lavande de qualité industrielle, une chambre qui coûtait $45 la nuit et qui a pris une part importante de mon fonds de survie de $400. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise sur le bord du couvre-lit en polyester et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais un travail, 2 en fait. Et pour la première fois de ma vie, chaque centime que je gagnais allait rester dans ma propre poche. La transition a été brutale. J'ai emménagé dans un studio dans un quartier de Charlotte que les touristes ne visitent pas. Un endroit où les lames de plancher grinçaient comme de vieux os et où la cuisine n'était qu'une plaque chauffante et un petit évier. Mais ce premier vendredi, quand mon salaire est arrivé sur mon compte, je me suis assise sur le sol de cette pièce vide et j'ai regardé les chiffres. Pendant des années, j'avais transféré 60% de mes revenus sur le compte de mon père. J'avais payé pour la télévision de Jackson, son abonnement à la salle de sport et les intérêts d'une deuxième hypothèque que je n'avais pas signée. Quand j'ai arrêté les transferts automatiques, quand j'ai détruit cette carte de compte de la maison, ma réalité financière a changé du jour au lendemain. Je n'étais pas pauvre. J'étais en fait assez à l'aise tant que je ne soutenais pas 3 adultes qui me traitaient comme un service public. Je suis resté chez Miller et Associés, l'entreprise de logistique. Ma patronne, une femme perspicace nommée Elena, qui voyait tout mais disait peu, m'a appelé dans son bureau 2 semaines après mon départ de la maison. « Sarah » a-t-elle dit en regardant par-dessus ses lunettes. « Vous restez tard tous les soirs, et vous atteignez vos indicateurs de performance clés 2 fois plus vite que le reste de l'équipe administrative. Quel est le but ? » « Le but est de ne plus jamais être invisible, Elena, ai-je répondu. Elle n'a pas demandé de détails. Elle m'a juste tendu un dossier. Nous ouvrons une nouvelle succursale dans les acquisitions immobilières commerciales. J'ai besoin de quelqu'un qui sait lire un registre et qui ne devient pas émotionnel face aux chiffres. C'est une promotion, plus d'heures, mais la structure des commissions est agressive. Intéressé ? Je n'ai pas seulement dit oui. J'ai vécu ce travail. Pendant que Jackson dormait probablement encore jusqu'à midi dans la maison que je ne chauffais plus, j'étais au bureau à 6:30 heures du matin. J'ai appris le langage des actes, des servitudes et des valeurs de positionnement. J'ai appris à regarder un terrain sans valeur et à y voir l'échangeur d'autoroute qui était prévu dans 5 ans. Je suis devenu conseillère principale en 18 mois. Mon nom était enfin sur la porte de mon propre bureau. J'ai été discrètement généreuse envers moi-même. J'ai acheté une petite voiture fiable au comptant, sans location. J'ai emménagé dans une tour du centre-ville où le gardien connaissait mon nom et où les fenêtres donnaient sur les lumières de la ville. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, un compte qui a grandi à la vitesse de mon ambition. Le plus difficile n'était pas le travail. C'était le silence de Willow Creek Drive. Au début, le téléphone sonnait constamment. Thomas laissait des messages vocaux qui commençaient par de la colère. « Comment oses-tu nous laisser tomber ?» et se terminait par un ton pathétique et exigeant. L'accès au réseau Internet est coupé, Sarah. Répare cela. Martha envoyait des messages textuels qui étaient pires. Chérie, Jackson est tellement stressé qu'il ne peut pas trouver de travail parce qu'il est tellement inquiet pour les factures. Juste un petit prêt, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Je ne les ai pas bloqués. Pas encore. Parce que je voulais voir l'arc de leur descente.
C'était un inventaire froid et calculé de leurs vrais sentiments. Ils n'ont pas demandé si j'étais en sécurité. Ils n'ont pas demandé où je dormais. Ils ont seulement demandé l'argent que j'avais emporté avec moi. J'ai réalisé alors que la fierté de mon père n'était en fait qu'un masque pour sa paresse et la fragilité de ma mère était sa façon d'éviter la responsabilité de sa propre vie. Et Jackson, il était exactement ce qu'il l'avait construit pour être, un parasite qui se prenait pour un roi. 3 ans ont passé. Le silence est finalement devenu une habitude. J'ai appris par un cousin éloigné que Jackson avait perdu la voiture. Puis j'ai entendu dire que Thomas avait vendu l'argenterie de la famille. J'ai regardé depuis les coulisses alors que leur monde commençait à gémir sous le poids des mensonges que je n'étais plus là pour soutenir. Je me suis concentré sur mon propre empire. J'ai commencé à investir. Je n'ai pas acheté d'actions ou d'or. J'ai acheté de la dette. J'ai travaillé avec un groupe de capital investissement spécialisé dans les hypothèques en difficulté. J'ai appris que la chose la plus puissante que l'on puisse posséder n'est pas une maison. C'est le morceau de papier qui dit que quelqu'un d'autre vous en doit le prix. Je suis devenu partenaire dans l'entreprise. Mon bonus cette année-là était suffisant pour acheter une maison comptant, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté dans ma tour, regardant la pluie sur les fenêtres, pensant à ce mardi soir dans l'allée. J'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à être la personne stable, celle qui s'occupait des détails pendant que les autres rêvaient. Mais maintenant j'étais celle qui avait la vision. Je n'étais plus la fille dans l'uniforme taché de café. J'étais la femme qui décidait quels bâtiments restaient debout et lesquels étaient démolis. J'avais construit une table où j'étais la seule à décider qui obtenait une place. Pendant 3 ans, j'ai construit une vie qui ne dépendait plus de leur approbation. J'ai appris l'immobilier commercial, les hypothèques en difficulté et le pouvoir tranquille de posséder le papier auquel d'autres personnes cherchaient désespérément à échapper. Au moment où l'effondrement de ma famille a atteint sa phase finale, je n'étais plus la fille implorant le respect. J'étais la femme qui comprenait exactement comment transformer leur dette en mon moyen de pression. Quand je me suis éloigné de Willow Creek Drive cette nuit-là, je n'ai pas seulement pris ma valise et mes quelques centaines de dollars. J'ai retiré l'oxygène de cette maison. Pendant des années, j'avais été le moteur invisible qui faisait avancer la famille Miller. J'étais celle qui se souvenait des dates limites des impôts fonciers, celle qui négociait avec les compagnies d'électricité quand la facture était trop élevée. Et celle qui déplaçait discrètement de l'argent de ses économies vers le compte de son père pour qu'il ne voie pas la vie de provision insuffisante. Dans leur esprit, l'argent était une ressource naturelle comme la pluie. Ils pensaient qu'il continuerait simplement à tomber. Ils étaient sur le point d'apprendre que la pluie ne tombe pas dans un désert créé par l'orgueil. Les 6 premiers mois ont été un accident de voiture au ralenti. Sans mes 2 salaires, le compte de la maison était une ville fantôme. Jackson, bien sûr, a été le premier à en ressentir les brûlures. Sa réunion de consultation avec le père de la fille du club s'est avérée être un désastre. Il s'est présenté dans une voiture qu'il n'avait pas les moyens de laver avec une confiance qu'il n'avait pas méritée et on s'est moqué de lui jusqu'à le mettre à la porte du bureau. Sans moi pour payer la location, la voiture a été la première chose à disparaître. Je me souviens avoir reçu une notification sur mon ancienne adresse de courrier électronique, un avertissement de saisie. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. Je me suis assise dans mon nouveau petit appartement et j'ai regardé le coucher du soleil sur la ville, sachant que quelque part dans la banlieue, Jackson se tenait dans l'allée, regardant une dépanneuse remorquer sa seule prétention au statut. Mais la vraie pourriture était en mon père. Thomas Miller était un homme qui croyait que si on ne parlait pas d'un problème, le problème n'existait pas. C'est une façon dangereuse de vivre quand votre hypothèque est à taux variable. Ma mère, Martha, a commencé à m'envoyer des messages. Ce n'étaient pas des excuses. C'étaient des mises à jour conçues pour me faire culpabiliser. Sarah, la poitrine de ton père est de nouveau serrée. Il est tellement inquiet pour les impôts. Ou Jackson est tellement déprimé, chérie. Il a juste besoin d'une victoire. Penses-tu que tu pourrais juste envoyer 500 pour la famille? Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun. J'avais appris que la seule façon de gagner une partie contre un narcissique est d'arrêter de jouer. À la 2e année, le silence de mon côté les avait poussés au désespoir. Thomas, au lieu de chercher un emploi à la quincaillerie locale ou de réduire les dépenses, a fait la seule chose qu'un homme désespéré avec un gros ego fait toujours. Il a doublé la mise. Il a contracté une 2e hypothèque sur la maison.
Il ne l'a pas dit à Martha. Il ne l'a certainement pas dit au monde. Il a utilisé l'argent pour financer une autre des idées de Jackson, une application censée révolutionner l'industrie de la logistique. Jackson a passé les 8 mois suivants à vivre comme un grand patron en sursis. Il a acheté de nouveaux costumes, a participé à des dîners de réseautage et a dépensé $10 000 en images de marque pendant que le toit de la maison commençait à fuir. Les chiffres racontaient des histoires que mon père ne dirait jamais à voix haute. Pendant que Jackson publiait des photos de lui à des événements technologiques, la banque envoyait des lettres à bord rouge. Je le sais parce que j'avais un contact au bureau du greffier local grâce à mon travail dans les acquisitions immobilières. Tous les quelques mois, je vérifiais les registres publics pour le 442 Willow Creek. J'ai regardé les privilèges s'accumuler. D'abord, un privilège fiscal. Ensuite, un privilège de mécanicien d'un entrepreneur que Jackson avait embauché pour la rénovation d'un bureau à domicile et n'avait jamais payé. Et enfin, le grand avertissement, l'avis de défaut. Une maison qui tourne mal, c'est comme une marmite de soupe laissée à feu doux. Vous ne remarquez pas qu'elle brûle jusqu'à ce que toute la cuisine sente quelque chose que vous ne pouvez pas réparer. À la 3e année, le garçon en or était un souvenir terni. Jackson faisait un travail sans avenir dans un entrepôt. Le genre même de travail que mon père avait autrefois qualifié de se contenter de pointer à l'entrée et à la sortie d'un box. Il était amer, en colère et vivait toujours dans sa chambre d'enfant, qui était maintenant humide à cause du toit non réparé. Thomas avait arrêté de réparer les choses. La pelouse, autrefois la fierté du quartier, était envahie par les mauvaises herbes. Les volets bleu marine s'écaillaient. La maison semblait être en deuil. Ma mère a cessé de m'envoyer des messages. Je pense que la honte avait finalement pris le dessus sur le sentiment d'avoir tous les droits. Ou peut-être que Thomas l'avait interdit. Un soir, j'ai traversé l'ancien quartier en voiture. Je suis resté dans ma voiture, garée à 3 maisons de là, phares éteints. J'ai vu Thomas sortir sur le porche. Il paraissait avoir 20 ans de plus. Il portait une pile de courriers, ce même courrier lourd et épais qui contient généralement les avis finaux. Il n'a pas regardé le ciel ou la rue. Il a juste regardé le papier dans sa main, a secoué la tête et est rentré à l'intérieur. C'était un homme qui avait construit une vie sur l'idée qu'il était le maître de son domaine, et maintenant il était un invité dans une maison que la banque était sur le point de reprendre. Le coup de grâce est arrivé en novembre. Le panneau de vente aux enchères n'a pas été planté sur la pelouse. Pas encore. Mais l'avis a été publié dans la section légale du journal. 442 Willow Creek Drive. Vente par le syndic. Ils avaient 30 jours. Au cours de ces 30 jours, la famille Miller a traversé les dernières étapes de l'effondrement. Jackson a reproché à Thomas la mauvaise gestion de l'investissement. Thomas a blâmé l'instabilité du marché. Et tous les deux, dans les moments calmes de la nuit quand la maison était froide parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre le fioul, m'ont probablement blâmé. Ils se sont probablement dit que si seulement Sarah n'avait pas été si égoïste, si seulement elle avait soutenu la famille, ils n'en seraient pas là. Ils ne comprenaient pas que je n'étais pas la cause de leur chute. J'étais juste celle qui avait cessé de l'empêcher. Je me suis assise dans le bureau de mon associé à l'entreprise en regardant l'annonce de la vente aux enchères sur mon écran. J'aurais pu laisser couler. J'aurais pu laisser un promoteur l'acheter, la démolir et la transformer en un bâtiment moderne. J'aurais pu les regarder se faire expulser par un étranger en uniforme de shérif. Mais en regardant la photo de la maison où j'avais lavé les sols, préparé les repas et où on m'avait dit que je ne valais rien, j'ai réalisé que la justice ne consiste pas seulement à s'éloigner. Parfois, la justice consiste à revenir et à terminer la phrase. J'ai décroché le téléphone. Je n'ai pas appelé mon père. J'ai appelé l'avocat de ma société à responsabilité limitée. Je veux placer une offre avant la vente aux enchères sur l'hypothèque de Willow Creek, ai-je dit. Offrez le solde total impayé plus les frais. Je veux l'acte, le billet et les droits d'expulsion, et je veux que ce soit fait d'ici vendredi. La famille tombait, et j'étais celle qui allait décider exactement où ils atterriraient. C'était un froid mardi matin au début de décembre. J'étais assise dans mon bureau d'angle à l'entreprise. L'horizon de Charlotte s'étendait derrière moi comme une grille de possibilités. J'étais partenaire, maintenant. J'avais une équipe, une réputation d'être précise. Je ne prenais pas de décisions émotionnelles au travail. Je prenais des décisions calculées.
Je parcourais le rapport hebdomadaire des actifs en difficulté, une liste d'hypothèques que les banques cherchaient à vendre à des investisseurs privés pour assainir leurs comptes avant la fin de l'année fiscale. La plupart des entrées étaient des entrepôts commerciaux ou des projets immobiliers à moitié terminés, mais à la page 14, un ensemble de chiffres m'a arrêté net. Identification de la propriété 4422 WCLT. Solde impayé 412 000 $. Statut de saisie définitive. C'était ma maison d'enfance, la maison où l'on m'avait dit que je ne valais rien. La maison d'où j'avais été jeté sous la pluie pour avoir refusé de laver une voiture. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir et j'ai regardé l'adresse. Pendant une fraction de seconde, je me suis senti à nouveau comme cette fille de 29 ans, tremblant à l'arrêt de bus avec une valise détrempée. Mais ensuite j'ai regardé le stylo plume couleur jade sur mon bureau et le diplôme professionnel sur mon mur. Je n'étais plus cette fille. J'étais la personne qui savait comment fonctionnaient les chiffres. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon avocat, Marcus. Marcus, j'ai besoin que vous regardiez une entrée spécifique sur la liste de désinvestissement des prêteurs régionaux, ai-je dit, ma voix aussi régulière qu'une ligne de registre. Propriété 442 Willow Creek Drive. Je la veux. Sarah, j'ai vu celle-là, a répondu Marcus, sa voix crépitant à travers le haut-parleur. Le titre est désordonné. Il y a 2 privilèges fiscaux et un privilège de mécanicien d'une rénovation ratée. De plus, les occupants y résident toujours. Vous achèteriez un mal de tête. Je n'achète pas une propriété, Marcus, ai-je dit en regardant le ciel gris de Caroline du Nord. J'achète un billet. Je veux la dette. Je veux être celle à qui ils doivent de l'argent. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Marcus était avec moi depuis que j'avais créé mon entreprise, Nordstar Acquisition. Il savait que je ne faisais pas les choses sans raison. Compris. Vous voulez exécuter un rachat anonyme par le biais de Nordstar? Exactement, ai-je confirmé. Offrez à la banque 90 centimes pour $1 pour une clôture en espèces dans les 48 heures. Pas de conditions, pas d'inspection. Dites-leur que nous prenons les privilèges tels quels. Si nous faisons cela, Sarah, vous devenez effectivement la banque. Vous aurez le droit de procéder à l'expulsion immédiatement après la clôture. Je sais, ai-je dit. C'est le but. Pendant les 2 jours suivants, j'ai vécu dans un état d'animation suspendu. Je suis allé à mes réunions. J'ai signé des contrats, et j'ai dîné dans mon appartement tranquille de la tour. Mais dans un coin de mon esprit, je marchais à travers les pièces de Willow Creek Drive. Je pouvais voir la pelouse envahie par la végétation, les volets écaillés, et mon père assis dans son fauteuil, serrant une bière, attendant toujours la grande percée de Jackson pour les sauver. Le jeudi après-midi, un coursier est arrivé avec un porte-documents en cuir noir. À l'intérieur se trouvaient les documents de transfert signés. Je contrôlais maintenant l'hypothèque du 442 Willow Creek Drive. Une fois le transfert de saisie finalisé, Nordstar détenait l'acte, le billet et le droit de procéder à l'expulsion. La banque avait envoyé une notification standard aux occupants, mes parents, indiquant que leur dette avait été cédée à une société holding privée et que toutes les demandes futures devaient être adressées au nouveau gestionnaire. Ils ne sauraient pas que le nouveau gestionnaire était la fille qu'ils avaient jetée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le dossier de la famille que j'avais discrètement compilé. Le crédit de Thomas était un terrain vague. Les économies de Martha étaient inexistantes. Le travail de Jackson dans l'entrepôt couvrait à peine ses propres notes de bar. Il se noyait. Et pour la première fois en 3 ans, j'étais la seule à pouvoir voir le fond de la piscine. J'ai pensé à les appeler. J'ai pensé à l'approche patiente. Mais je me suis souvenu de la voix de mon père sur ce porche pluvieux. Tu n'es rien sans nous. Tu ne vaux rien. J'ai réalisé alors que parfois la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour les personnes qui vous traitent comme un service public est de leur montrer exactement ce qui se passe quand le courant est coupé pour de bon. Je n'ai pas envoyé de lettres. Je n'ai pas envoyé de courrier électronique. J'ai attendu que la fenêtre de saisie finale ferme la période de grâce requise. J'ai regardé l'horloge. J'ai regardé les bulletins météorologiques. Je voulais qu'ils ressentent le poids du silence dans lequel j'avais vécu pendant 3 ans. Je voulais qu'ils réalisent que la personne sur laquelle ils avaient compté pour soutenir la famille n'était plus un fantôme. Elle était la propriétaire. Alors que l'encre séchait sur le transfert d'acte final,
j'ai ressenti un étrange et silencieux déclic dans ma poitrine. La reconstruction était terminée. La stratégie était établie. Tout ce qui restait était la confrontation. J'étais prête à rentrer chez moi. Mais cette fois, je n'apportais pas de valise. J'apportais l'addition. La pluie continuait de s'abattre contre la grande porte en acajou de ma maison, un battement de tambour régulier et rythmé qui semblait marquer les secondes d'un jugement attendu depuis longtemps. Debout dans la lueur chaude et ambrée de mon hall, j'ai regardé mes parents, Thomas et Martha Miller. Ils n'étaient plus les géants qui avaient plané sur mon enfance avec leurs exigences et leurs rejets. Dans la lumière crue et impitoyable de mon succès, ils semblaient petits. Ils ressemblaient à des poupées de papier prises dans une tempête, fragiles et prêtes à se déchirer. Thomas tenait toujours cette enveloppe manille mouillée, les jointures blanches. Il me regardait, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Il essayait de concilier la fille sans valeur qu'il avait jetée sous la pluie avec la femme se tenant devant lui dans un chemisier en soie à $1000. Sarah, a-t-il finalement réussi à dire, la voix brisée. Nous ne savions pas. La banque a dit qu'une société appelée Nordstar Acquisition avait acheté le billet. Ils ont dit que le nouveau propriétaire venait ici ce soir pour discuter de l'avis d'expulsion finale. Nous sommes venus pour implorer un sursis. Nous ne savions pas que Nordstar c'était toi. Je sais que vous ne le saviez pas, papa, ai-je dit. Ma voix était régulière, dépourvue de la colère qui avait l'habitude de m'empêcher de dormir la nuit. C'était un ton froid et professionnel, le genre que j'utilisais quand je concluais un accord qui changerait l'horizon d'une ville. Si vous aviez su que c'était moi, vous auriez appelé il y a des semaines, n'est-ce pas? Vous auriez trouvé un moyen d'en faire ma responsabilité de vous sauver, tout comme vous l'avez toujours fait. Martha s'est avancée, les yeux débordant de larmes. Sarah, chérie, s'il te plaît. Nous sommes tellement désolés. Nous avons eu des moments si difficiles. Jackson, il a tout perdu. La santé de ton père n'a pas été bonne. Nous ne pensions pas ces choses que nous avons dites. Nous étions juste stressés. Stressés? J'ai répété le mot, le laissant flotter dans l'air. J'ai passé 29 ans à être votre soulagement du stress. J'étais la femme de chambre, la banque et le fantôme qui gardait les lumières allumées. Et la seule fois où j'ai demandé une once de respect, vous m'avez jeté dehors dans une tempête exactement comme celle-ci. J'ai tendu la main et j'ai pris l'enveloppe mouillée de la main tremblante de mon père. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir. J'avais déjà les originaux dans mon bureau. J'ai brandi le dossier, la preuve légale que le 442 Willow Creek Drive et la dette faramineuse qui y était rattachée m'appartenaient désormais. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit cette nuit-là, papa, ai-je demandé. Tu m'as dit que je n'étais rien sans cette famille. Tu m'as dit que je ne valais rien. Thomas a baissé les yeux vers ses chaussures. J'avais tort, Sarah. Je le vois maintenant. Tu as si bien réussi pour toi-même. Nous sommes si fiers de toi. Fiers? J'ai laissé échapper un petit rire creux. Tu n'es pas fier de moi, Thomas. Tu es désespéré. Tu es fier du fait que j'ai le pouvoir de t'empêcher de te retrouver à la rue. Mais la fierté se mérite, tout comme une place à ma table. Je me suis reculé, créant une distance délibérée entre nous. Le jour où tu m'as jeté dehors, ai-je continué, ma voix coupant le bruit de la pluie. Je me suis fait une promesse. J'ai décidé qu'un jour vous vous tiendriez exactement là où vous vous tenez maintenant, tremblant, brisé, me demandant de l'aide. J'ai passé 3 ans à construire une vie où je n'ai plus jamais à demander la permission à personne. J'ai ouvert le dossier et j'en ai sorti l'acte. Je l'ai tenu pour qu'il puisse voir l'encre noire de ma signature. À partir d'aujourd'hui, ai-je dit chaque mot de manière précise et définitive. Cette maison est à moi. Chaque brique, chaque bardeau et chaque facture impayée. Et parce que cette maison est à moi, vos choix le sont aussi. La main de Martha est allée à sa bouche, un petit sanglot s'échappant d'elle. Qu'est-ce que tu dis, Sarah? Tu vas nous jeter dehors? Tes propres parents. Je fais exactement ce que vous m'avez appris à faire, maman, ai-je répondu. Je protège mes actifs. Je m'assure que mon argent durement gagné n'est pas gaspillé pour des personnes qui ne respectent pas le travail qui y a été consacré. Vous vouliez que Jackson soit le roi de cette famille. Très bien, qu'il trouve un palais pour vous, mais ce ne sera pas celui-ci. Thomas a levé les yeux, une étincelle du vieil homme arrogant vacillant dans ses yeux. Tu ne peux pas faire cela. C'est sans cœur.
Non, papa, ai-je dit, ma main se déplaçant vers la lourde poignée en laiton de la porte. C'est précis. C'est la longue forme de la justice. Tu m'as dit que je ne valais rien jusqu'à ce que tu aies besoin de moi. Eh bien, j'ai décidé que je n'ai pas besoin de vous. Ni de votre approbation, ni de vos excuses, et certainement pas de votre présence dans ma maison. J'ai regardé au-delà d'eux vers la rue sombre et mouillée. L'arrêt de bus est toujours au bout de la rue. Je vous suggère de bouger rapidement avant que la pluie n'empire. Sarah, s'il te plaît, a gémi Martha. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Martha, ai-je dit. Je n'ai pas attendu qu'il réponde. J'ai tiré la porte pour la fermer. Le son du lourd chêne rencontrant le cadre était un claquement net et définitif. Le son d'un livre qui se ferme sur une histoire qui avait duré beaucoup trop longtemps. Je suis resté dans le silence de mon hall pendant un long moment à écouter la pluie. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais comme une femme qui avait enfin vraiment terminé son travail. Je suis allé dans la cuisine, j'ai mis la bouilloire en marche et j'ai regardé le flux de sécurité sur mon téléphone alors que deux petites silhouettes sombres descendaient lentement l'allée et disparaissaient dans la nuit. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai gagné. La famille n'est pas seulement un droit de naissance, c'est une table que l'on construit soi-même. Vous décidez qui s'y assoit, et vous décidez quel genre de voix est utilisé. Pendant 29 ans, j'ai laissé mon père définir ma valeur en fonction de la façon dont je servais ses favoris. Mais cette nuit-là, sous la pluie, j'ai réalisé que la vraie valeur n'est pas quelque chose que l'on vous donne. C'est quelque chose que vous revendiquez. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour les personnes qui vous traitent comme un service public est de refuser de les laisser vous apprendre que le silence face à la cruauté est ce qui est attendu. Mes parents n'ont pas perdu leur maison à cause de ma vengeance. Ils l'ont perdue parce qu'ils ont vécu un mensonge qui nécessitait mon silence pour survivre. Maintenant, le silence a disparu. Et la vérité est la seule chose qui reste debout. Je n'ai pas seulement survécu à leur rejet. J'ai construit un monde où c'est moi qui fixe les règles. Si cette histoire vous a atteint aujourd'hui, dites-moi un mot dans les commentaires. Restez si vous tracez toujours de nouvelles lignes avec votre famille ou partez si vous avez dû vous éloigner pour trouver votre propre force. Il n'y a pas de mauvaise réponse.